Ce samedi 7 décembre 2024 avait lieu, après 5 ans de travaux, la réouverture et aussi l'inauguration officielle de la nouvelle version de Notre-Dame de Paris, où se sont pressés de nombreux chefs d'État, des célébrités, comme Elon Musk par exemple, celui qui m'a le plus marqué, mais aussi des autorités religieuses françaises, dont notamment l'archevêque qui était là pour donner la messe. Et ce fameux archevêque était vêtu d'une manière assez particulière. Ça a fait réagir la toile. C'est toute l'histoire de ma vie. Plus besoin de coquillage. Parlera en présence de ton avocat. Toc toc. Vous savez que vous avez un problème de comportement. Ah! S'il peut saigner, on peut le tuer. Bienvenue à vous sur la TV 42, santé, welcome, vous êtes toujours les bienvenus sur cette chaîne incroyable, la chaîne YouTube des geeks où vous pouvez consulter toutes les semaines la fameuse dose de geek. J'espère que vous avez la forme, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur cette chaîne, la chaîne de l'humour, la chaîne du bien-être, la chaîne où vous allez découvrir encore une fois de nouvelles choses incroyables. J'espère une nouvelle fois pouvoir vous surprendre. Évidemment, avant de commencer cette nouvelle vidéo, merci de liker, merci de partager la vidéo, merci de partager la chaîne aussi, et évidemment de vous abonner. Plus on est nombreux, plus ça porte la chaîne, plus ça va la mettre en évidence sur YouTube, jusqu'à arriver dans un mois à environ 1 million d'abonnés grâce à vous. Pour vous remercier et pour vous tenir un petit peu au courant de l'évolution de la chaîne, parce qu'en fait vous êtes responsable aussi du succès de la chaîne quelque part, avec vos partages, avec vos likes, avec vos commentaires. Les dernières vidéos ont plutôt bien marché, notamment la vidéo avec notre cher Gaston, donc merci à vous de vous intéresser au contenu. Donc j'avais envie, pour marquer le coup, de vous montrer un peu les coulisses de la chaîne. Là on est dans le studio de la chaîne YouTube, on est au jour où j'enregistre cette vidéo, on est à 996 abonnés, bientôt les 1000. Oui. Alors c'est pas encore le paradis, mais c'est déjà un bon petit accomplissement. Si déjà on arrive à atteindre les 1000 abonnés ce mois-ci, ce sera cool, parce qu'au niveau des statistiques, au niveau des revenus sur YouTube, pour essayer de rentabiliser un minimum la chaîne, vous voyez que les paliers sont quand même assez chauds à atteindre depuis la nouvelle version de YouTube. Voilà, 3 vidéos mises en ligne dans les 90 derniers jours. On est à 2120 heures de visionnage sur des vidéos publiques, sur un objectif de 3000 heures. Donc il faut encore qu'on fasse des heures de vue pour atteindre ce premier palier, pour être éligible à la possibilité de recevoir des super chats. Sauf que les super chats, c'est des donations que vous recevez notamment quand vous faites des lives. Donc c'est chaud, hein. Après, il y a encore d'autres paliers, notamment, voilà, quand on a atteint les 1000 abonnés, donc on n'en est pas loin, il faut encore une fois atteindre un autre critère qui est d'arriver à avoir 4000 heures de visionnage sur les vidéos publiques dans l'année. Donc on en est loin encore, et ça, juste pour pouvoir monétiser les vidéos sur la chaîne. Afficher tout simplement des publicités sur toutes les vidéos de la chaîne qui peuvent être monétisables, comme n'importe quelle chaîne YouTube digne de ce nom, qui est en droit de nécessité d'être rentabilisé un minimum par rapport à l'investissement, par rapport au contenu produit, et par rapport à tout le travail qui est effectué. Et alors c'est sans compter l'autre critère qui pourrait être le nombre de vues de short public, où ils attendent qu'on réunisse à peu près 10 millions de vues de short public sur les 90 derniers jours, ce qui est quasiment inatteignable quand on a une petite chaîne, sauf évidemment par miracle. Donc vous voyez que les conditions sont vraiment très compliquées, c'est très difficile aujourd'hui pour une petite chaîne sur YouTube d'émerger et d'arriver à un certain palier de rentabilité. Avec le nombre de vues affichées dans les statistiques, les statistiques mensuelles, il est fort possible que la chaîne ne rapporte que 10 ou 20 euros par mois à tout casser dans un premier temps. C'est vraiment assez tendu. Mais après tout, est-ce que ce n'est pas l'essence de la chaîne quelque part? Et là, vous voyez les statistiques des dernières vidéos. La vidéo sur Gaston a pas mal marché. La vidéo sur le lac des morts vivants aussi, pas mal du tout. La vidéo de review sur le film Soleil Vert aussi, qui fonctionne toujours, hein, alors qu'elle date maintenant de 2020. Ça, c'est une vidéo, je sais pas
pas pourquoi, mais elle fait des vues en permanence. Et on voit que le thème des zombies, les rumeurs sur la Chine, je suis une légende, le thème des zombies continue à faire des vues régulièrement. Et un petit peu l'émission Campus TV, l'émission des étudiants. Ce qui nous amène aujourd'hui à revenir sur cette fameuse réouverture de Notre-Dame de Paris après 5 ans de travaux, avec une messe donnée par l'archevêque, je crois, de Paris, devant un parterre de célébrités, de chefs d'État venus du monde entier, pour célébrer en quelque sorte la renaissance de cet édifice séculaire qui avait été la victime d'un incendie aux origines encore mystérieuses. J'ai assisté en direct à cette cérémonie, par curiosité, parce que au départ, j'avais pas spécialement envie, tout simplement parce qu'il y a des chefs d'État que je n'apprécie pas forcément, et il y a aussi pas mal d'hommes politiques qui étaient attendus à cet événement et qui ne m'intéressent pas. En tous les cas, je ne vois pas ce qu'ils viennent faire là dans Notre-Dame de Paris. C'est encore une fois un moyen pour ces gens d'exister, de faire leur communication et de s'afficher devant les caméras. Mais bon, je me suis dit on va quand même y aller, on va regarder, il y avait des belles images et puis c'était plutôt bien filmé, avec une caméra aérienne sur câble qui faisait les allées et venues tout au long de la cathédrale. Il faut dire qu'il y a quand même eu un travail magnifique qui a été fait à l'intérieur, et donc il faut le saluer. Par contre, la messe de célébration qui a été donnée par cet archevêque qu'on voit à l'écran a donné lieu à pas mal de réactions sur les réseaux sociaux, et notamment sur Twitter X, en raison notamment des couleurs assez particulières de sa toge, ou de sa chape, ou de sa robe, appelez-la comme vous voulez. C'est assez rigolo. C'est Robert notamment qui a réagi en premier. Il était chaud, le bougre. Il a réagi par rapport aux couleurs primaires qui étaient affichées sur la toge de l'archevêque. Oula, ça va trop loin votre marketing, Lidl France. Notre hashtag Notre-Dame de Paris. 923 000 vues quand même le post. Il a posté ça à 20h13, donc c'était vraiment pendant le direct. C'est vraiment les couleurs de Lidl. On est mal, patron, on est mal. C'est certain qu'ils ont des baskets Puma. Alors du coup, on a eu plein de références de produits marketing en lien avec ces couleurs primaires, notamment le jeu de Simon, là, où on tapait sur les boutons pour répondre aux questions. La voiture de l'évêque. On retrouve les mêmes couleurs sur Microsoft Office. J'espère qu'il n'a pas fait une mise à jour qui l'a fait bugger. J'écoutais ce matin Jean-Charles de Castelbajac donner ses explications, qui peut s'entendre, mais bon, il aurait pu faire plus sobre sur la dimension des carrés de couleurs, ça fait un peu clownesque. On dirait des fringues correspondantes au basket Lidl. Là, on est mal. On est mal. On est même très mal. Lidl. Alors ça fait appel aussi à la tenue des cyclistes look en un autre temps. Je crois que c'était l'équipe de Bernard Hinault pendant le Tour de France. À l'époque, dans les années 80, cette marque avait bien marché, hein. On la voyait partout, hein. C'était vraiment à la mode. Mais maintenant c'est désuet, enfin c'est dépassé. Cérémonie à prix discount. Merci Lidl. Ces tenues sont d'une vulgarité incroyable. Ah, Vous comprenez pourquoi le pape a refusé d'assister à ça. L'organiste devrait passer un contrôle antidopage. Il part en live dès qu'il en a l'occasion. Il est limite hard rock par moment. C'est vrai que les morceaux joués à l'orgue, c'était un petit peu moderne. Ça partait un petit peu dans tous les sens. Ah, le fameux pull du Père Noël Lidl. Il a aussi les baskets, mais la réalisation a mal cadré. Vous n'y êtes pas, c'est un hommage aux compagnons du Tour de France pour le chantier de cette restauration, et au plus gros donateur, Bernard Hinault. Il y en a d'autres qui ont réagi en disant que ça faisait référence au drapeau de la communauté LGBT QXZ+, point d'interrogation, hashtag, @, // et j'en passe. Ah, le Uno, c'est vrai ? On reprend les mêmes couleurs. Vous avez un message avec Gmail, c'est les couleurs de Google aussi. Memory... Ah, et L'Oréal aussi. LOL. Mousse coiffante, parce que je le vaux bien. Extra boucle. En fait, il revient d'une visite de ça, la chambre des métiers et de l'artisanat. Ah oui, il y a ça aussi. Pour certains, ça rappelle aussi le logo de la franc-maçonnerie. J'ai fait mes recherches sur Google et c'est vrai que ce logo existe. On retrouve ce logo avec ces couleurs-là. Vous tapez logo loge maçonnique sur Google et à un moment donné, vous allez voir, vous allez trouver... Voilà, c'est là. Voilà. On retrouve ce logo, diamant coloré sur AliExpress. Diamant coloré gratuit et accepté par les francs-maçons. Il y a différentes versions, mais en fait, ça fait partie de la charte graphique. Au sol, le damier noir et blanc, comme dans la cathédrale Notre-Dame. Alors évidemment, certains vont parler de complotisme, c'est pas bon signe, les francs-maçons, tout ça. Je peux entendre la remarque, effectivement, et Dieu sait que ça soulève toujours des questions. Quand on a des ordres ou des communautés comme ça qui tendent à influencer notre société de manière un petit peu opaque, ça met aussi en évidence l'influence de ces réseaux qui fonctionnent beaucoup en réseau fermé. De nombreux hommes politiques ne se cachent pas
aujourd'hui d'être des francs-maçons, d'appartenir à des loges franc-maçonniques, et souvent même ça fait partie d'un passage obligé pour pouvoir accéder à des positions supérieures dans la hiérarchie de notre société, dans les sphères de pouvoir. Mais il faut aussi admettre que la franc-maçonnerie a fait partie de ces artisans, de ces ouvriers qui ont contribué à la construction de nos cathédrales et de nos églises pendant des siècles en France. Est-ce qu'il faut le voir comme un bienfait, comme quelque chose de positif, ou est-ce qu'il faut au contraire le voir comme quelque chose de négatif? C'est très difficile, j'ai du mal à trancher la question, et j'ai du mal à y voir clair là-dedans. Mais dans tous les cas, comme partout, comme dans tous les domaines, il y a souvent d'un côté des gens qui sont malveillants, comme il y a d'un autre côté des personnes qui sont tout à fait bienveillantes. Ça fait aussi partie de l'histoire et de la culture de la France, on ne peut pas le renier, mais il faut aussi en avoir conscience. Ah, il y avait une émission de cuisine aussi qui reprenait ces couleurs. Bon appétit bien sûr. Bonjour Pierre-Louis. Bonjour Noël. Aujourd'hui avec Pierre-Louis Marin, nous allons faire des joues de bœuf avec des poireaux étuvés. Alors on a 2 joues de bœuf, là des joues de bœuf qui font à peu près 300 grammes. L'évêque est aux couleurs de l'Ukraine. J'espère qu'ils ont tous mis les baskets Lidl. Oh mais les baskets Lidl, qui c'est qui achète ça? Le Rubik's Cube. Le Rubik's Cube, il a pas toutes les couleurs primaires, il a plus de couleurs que ça. Avant, après. C'est honteux. C'est vrai qu'avant, ça avait un peu plus de gueule. Après, ça fait vraiment Google ou archevêque Windows. United Colors of Benetton. Ça faisait partie aussi d'une des campagnes de marketing, campagne de pub, faite par Jean-Charles de Castelbajac, qui a fait le succès de Benetton en une autre époque. Sponsorisé par Google. Quand on la voit dans son ensemble par l'arrière, c'est le logo de Windows XP, avec la réaction du GDG. Comme par hasard. Évidemment, ces réactions sur Twitter X, elles ont été partagé par Lidl France, qui a rebondi un peu sur la vague et qui en a profité pour se faire sa propre pub. C'est plutôt bien joué, parce qu'ils ont répondu « Et encore, vous n'avez pas vu ces baskets ?» En exclusivité, les chaussures des évêques. Des chaussures Lidl. Évidemment, il n'y a personne qui peut aller vérifier, puisqu'on n'a jamais eu de cadrage sur les pieds. Mais le doute m'habite. Ah. Cette vidéo, elle est pas mal. Je sais pas qui c'est qui l'a fait. Peut-être que c'est le groupe de com de Lidl, ou alors c'est un troll sur les réseaux, mais la vidéo est pas mal faite. Un peu comme Gandalf, là, il ouvre les portes. Vous ne passerez pas, Lidl. Ouvrez-moi les portes. Les portes sacrées. Ah oui, là on retrouve les réactions sur la franc-maçonnerie. Ce ne sont ni les couleurs de Google, ni celles de Lidl, ce sont les couleurs de l'ordre de l'étoile orientale. Ça pue quand même, ça sent la loge maçonnique. Bah c'est logique, puisque ce sont les francs-maçons qui ont travaillé sur la cathédrale. Trop fort Lidl, en promo ce samedi, la loupe géante Parkside pour 19,90 €. Lidl. Le boss était là, il valide le meilleur prix. Et là on voit l'évêque qui bénit Lidl, au nom du Père, du Fils et de la Sainte Perceuse Parkside. J'ai été étonné parce que dernièrement, à la télé, j'ai vu une pub de Lidl, subrepticement comme ça, une pub pour Parkside, et il y avait Arnold Schwarzenegger qui jouait dans la pub. Je crois que c'était pour une perceuse ou un truc comme ça. Le succès commence par savoir faire les choses soi-même. Vous pouvez le faire. Outils de jardinage, accessoires, Parkside. Il est tombé vraiment bien bas, Conan le barbare. Occupez-vous de la maltraitance de vos salariés plutôt. Lidl mis en examen 6 ans après le suicide d'un salarié. Ouais, mais ça, après, c'est la question des grandes surfaces et la question des conditions de travail pour leurs employés, vraiment très très dur. Mais ça, c'est général à toutes les grandes surfaces, à toutes les marques, que ce soit Leclerc, Carrefour, Lidl, Casino. Moi, je ne connais aucune chaîne de grandes surfaces où il n'y a jamais eu de problème avec les employés, où les employés n'ont jamais été traités comme des chiens. C'est d'ailleurs un scandale, hein, ce qui se passe dans les grandes surfaces. Les employés sont vraiment considérés comme des moins que rien. Ils sont payés un salaire de misère, ils sont payés toujours vraiment au minimum. Certes, il peut y avoir des primes à la fin de l'année, mais c'est vraiment des conditions assez difficiles. En général, les gens qui travaillent là-dedans ne restent pas très longtemps. Ceux qui font carrière, qui restent jusqu'à la retraite, s'ils ont eu la chance d'arriver jusque-là, ils sont un petit peu perturbés. Il y a eu bon nombre de dépressions, de burn-out, de chocs psychologiques chez les gens qui travaillaient dans les grandes surfaces, que ce soit les chefs de rayon, les employés de rayon. J'espère qu'un jour, le droit du travail sera mieux respecté dans ces grandes chaînes de magasins. Dommage, on ne voit pas les pompes. Si on soulevait la soutane, on verrait les baskets Lidl, évidemment. Ou alors peut-être les sandales Lidl. Avec les chaussettes. Ah oui, celui-là, il est pas mal aussi. Ikea. Moi, ça me fait penser à Blanche-Neige, c'est curieux. Oui, les couleurs comme ça fait penser un peu
à la robe Wish de Blanche-Neige. La réouverture de Notre-Dame, le clergé habillé par un très célèbre créateur français. Cette séquence de vidéo mapping sur la façade de la cathédrale qui était magnifique pendant le spectacle, après la cérémonie. Les shows de vidéo mapping sont toujours très réussis en général. Il faut dire quand même que c'est vraiment bien fait, que ça met bien en valeur des monuments comme ça. C'est un événement d'ampleur mondiale, fermé au public depuis l'incendie qui l'a ravagé en 2019, dans des conditions restées encore mystérieuses. Notre-Dame de Paris accueillera plusieurs centaines d'invités triés sur le volet ce soir du 7 décembre. Des dizaines de chefs d'État venus du monde entier, dont Donald Trump et Volodymyr Zelensky, allez savoir ce qu'il vient faire là. Je vois pas le rapport du tout avec l'Ukraine, mais bon. Assisteront à une cérémonie solennelle en préambule d'une longue nuit de festivités. Emmanuel Macron devrait d'abord prononcer une allocution d'une quinzaine de minutes aux alentours de 19h20 pour saluer d'un point de vue de fédération des consciences la réouverture de Notre-Dame, indique l'Élysée. Suivra une séquence liturgique sous les auspices de Monseigneur Laurent Ulrich. L'archevêque de Paris revêtira pour l'occasion sa plus belle chasuble. Alors il y a eu une polémique au niveau du discours de Emmanuel Macron à l'intérieur de la cathédrale. En France, on a la séparation entre l'Église et l'État. Il faut remonter très loin dans le passé pour avoir un chef d'État qui avait officiellement fait un discours à l'intérieur de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, ou d'un édifice religieux très important. Pourquoi ? Parce que, en fait, la religion catholique, en France, a toujours essayé de rester indépendante par rapport au chef d'État. Et aussi, politiquement, le risque est que ça montre, encore une fois, une volonté d'Emmanuel Macron d'être hyper présent dans tous les espaces et aussi dans l'espace religieux. Ici, la chrétienté qui est la religion historique, traditionnelle de la France. Ce qui pourrait être vécu comme une provocation à l'égard de nombreux citoyens français qui sont de religion catholique. Il a habillé Madonna, Vanessa Paradis ou encore Lady Gaga, mais aussi des rappeurs de renom comme Drake et Jay-Z. C'est désormais le clergé qui portera sa griffe. Figure incontournable de la mode, Jean-Charles de Castelbajac a dessiné les vêtements liturgiques que porteront ce soir l'archevêque de Paris, mais aussi les 170 évêques, des centaines de diacres, les prêtres et chanoines. J'ai été sollicité, comme je l'avais été par Monseigneur Lustiger, pour les JMJ en 1997, par Monseigneur Ulrich qui m'a demandé de travailler sur la paramantique, c'est-à-dire l'ensemble des vêtements liturgiques qui entourent la cérémonie. Je trouve que c'est aller un petit peu loin quand même. À vouloir faire trop simple, on perd aussi en qualité, on perd aussi en sacré. Et c'est là où le côté religieux a besoin de préserver son aspect sacré. Et l'aspect sacré, ça passe par le côté remarquable des édifices, le côté remarquable de ses constructions, de son artisanat, mais aussi de toute la charte graphique de ses vêtements, de tous ses accessoires. Là, en fait, en adoptant cette simplicité, j'ai l'impression qu'on se détache encore plus de cette sacralisation. Et Satan, en fait, on retrouve Satan, oui, à désacraliser la religion, à la rendre encore plus simple, encore plus basique, en utilisant des couleurs primaires. On aurait dû rester sur des robes très travaillées, avec des ornementations, des dorures, des couleurs habituellement utilisées pour ces vêtements religieux, pour rester dans la tradition, mais aussi pour la mettre en avant. Je vous rappelle aussi qu'on est dans un contexte, à une époque où la religion catholique, en France, elle est de plus en plus contestée par d'autres religions, d'autres communautés qui sont de plus en plus nombreuses dans la France qui reste un pays historiquement, culturellement, traditionnellement catholique, il faut le rappeler. Loin de moi la volonté de stigmatiser une communauté religieuse ou une religion en particulier. Mais on ne peut pas nier le fait que dans l'histoire de la France, c'est la chrétienté, c'est la religion catholique qui a été un des vecteurs principaux de la construction du pays et la construction de sa culture, de son patrimoine. Jean-Charles de Castelbajac, il a été interrogé le dimanche 8 décembre sur France Info. Il a expliqué la signification de ces 4 couleurs. Le jaune pour la fraternité, pour la joie, la lumière, le bleu pour Marie, pour l'eau, le rouge pour le sang du Christ, pour l'amour. Dans sa propre vision des choses, dans l'ensemble de son œuvre, les teintes primaires suscitent l'émotion et facilitent la compréhension des formes et des motifs. L'artiste aime les associer dans ses créations
où l'arc-en-ciel est souvent présent. Chaque couleur a pour lui une signification, le rouge symbolise l'amour, le bleu l'espérance, le jaune la création, le vert la nature. Il a introduit les teintes vives et pop dans l'univers de la mode auprès de marques de luxe ou chez Benetton par exemple, dont il est le directeur artistique depuis 2018. On ne pouvait pas parler de Notre-Dame de Paris sans faire allusion à l'ouvrage, au roman Notre-Dame de Paris, écrit par Victor Hugo lui-même, publié en 1831. Le titre fait référence à la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui est un des lieux principaux de l'intrigue du roman. 59 chapitres répartis en 11 livres de longueur inégale. Alors là, dans le résumé, on voit, à l'image, on voit Quasimodo qui est caché dans l'architecture de la cathédrale. L'intrigue se déroule à Paris en 1482, donc la fin du Moyen-Âge en quelque sorte. Les 2 premiers livres du roman suivent Pierre Gringoire, poète sans le sou. Gringoire est l'auteur d'un mystère qui doit être représenté le 6 janvier 1482 au palais de justice en l'honneur d'une ambassade flamande. Malheureusement, l'attention de la foule est vite distraite, d'abord par le mendiant Clopin Trouillefou, puis par les ambassadeurs eux-mêmes, et enfin par l'organisation improvisée d'une élection du pape des fous à l'occasion de la fête des fous qui a lieu ce jour-là. Le sonneur de cloche de la cathédrale Notre-Dame de Paris, Quasimodo, est élu pape des fous en raison de sa laideur. Le mystère finit par s'arrêter, faute de public. Gringoire, à cette occasion, entend parler d'Esmeralda, une danseuse bohémienne, donc égyptienne, selon la conception de l'époque sur les gitans. L'ayant aperçue, il la suit dans les rues de Paris à la tombée de la nuit. Esmeralda manque d'être enlevée par Quasimodo, accompagné d'un mystérieux homme vêtu de noir, qui se révélera être l'archidiacre de Notre-Dame, Claude Frollo, qui a recueilli Quasimodo quand il était enfant. Mais elle est sauvée par l'intervention d'un capitaine de la garde, Phoebus de Châteaupers, et Gringoire, qui a été renversé lors de l'intervention, reprend ses esprits un peu plus tard et erre dans les rues, se retrouvant sans le vouloir au cœur de la Cour des Miracles, le quartier hanté par les pires truands de la capitale. J'ai l'impression que la Cour des Miracles, elle existe encore à Paris. C'est toujours le cas. Hein. Il manque d'y être pendu et doit la vie à l'intervention d'Esmeralda qui le prend pour mari, mais seulement pour le sauver. Le livre 3 évoque la cathédrale Notre-Dame de Paris, son histoire et ses restaurations mal pensées, puis donne une vision d'ensemble de la ville de Paris telle qu'elle apparaissait à un spectateur médiéval regardant la capitale du haut des tours de la cathédrale. Je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo si vous voulez prendre le temps de lire tout ça. Il y en a à peu près pour 154 heures de lecture. Évidemment, on ne pouvait pas parler de Notre-Dame de Paris sans parler de Quasimodo. Un enfant de 4 ans est abandonné le dimanche de Quasimodo sur le parvis de la cathédrale de Notre-Dame de Paris et adopté par le prêtre archidiacre de la cathédrale Claude Frollo, qui le recueille. L'enfant se dévoue à lui entièrement, devient sonneur des cloches de la cathédrale et ajoute la surdité à ses autres infirmités. Il s'aventure peu au dehors à cause de son apparence physique. La foule n'apprécie pas la vue de ce bossu borgne et boiteux. Quasimodo qui a fait l'objet de nombreuses interprétations au cinéma, que ce soit Disney ou par le cinéma hollywoodien, avec notamment l'acteur Anthony Quinn qui jouait dans un vieux film. Quand on voit le Quasimodo de Disney, on dirait un peu la nouvelle Blanche-Neige qui va sortir au cinéma. La Blanche-Neige woke. Oh, je suis méchant, je suis méchant. Ah, on va passer à autre chose. Alors c'est rigolo, comme on est toujours au Moyen-Âge, 1482, du coup, je suis tombé sur cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur TikTok, qui est un deepfake, mais qui est très bien fait sur nos hommes politiques au Moyen-Âge en 1437. Allez, c'est parti. Les commerçants du Moyen-Âge, vous allez voir, c'est parfaitement en lien avec ce qu'on a vu ce week-end à la cathédrale Notre-Dame. Des petits pains, des grosses miches, des baguettes, approchez, approchez, j'ai tout ce qu'il vous faut ici. Bon, à part du pain au sarrasin, parce qu'il faut pas déconner quand même. Alors ça, messieurs, dames, c'est mon péché mignon. Vous avez devant vous de la poudre de perlimpinpin. Je suis également expert en poudre aux yeux, si vous préférez. Bienvenue chez moi, mes petits. Regardez ça, la qualité de ces outils. Je suis le forgeron du village depuis déjà 35 ans. Le druide Zemzem est à votre service, noble voyageur. Tous mes remèdes aux plantes sont efficaces. Surtout celui contre le grand remplacement, vous serez pas déçus. 10 putains d'années que je vends du poisson. Et on vient me dire qu'il est pas frais, mon poisson? Comment ça, il est pas frais? Il est légèrement faisandé, c'est rien ça. Avec une bière à Jean-Luc, ça passe tout seul. Non, mais c'est invraisemblable. Déjà 3 clients qui me disent que ma bière est chaude et qu'elle sent la pisse, ça commence sérieusement à m'énerver. Tu cherches un couturier de qualité dans le village? Bah arrête de chercher, tu l'as devant toi. Je fais les meilleures tuniques de la région. Mon meilleur client, c'est Jordanus. Allez donc lui demander ce qu'il en pense à l'occasion. Ils sont tous réussis dans cette vidéo.
C'est incroyable. Jean-Luc Mélenchon, là, dans la taverne, il est parfait, il est très bien. Alors évidemment, c'est un deepfake fait avec de l'IA, hein. C'est super, c'est de plus en plus réaliste, c'est incroyable. Et ensuite, on a Lord Attalus, le fameux couturier, qu'on aurait dû solliciter pour faire une robe parfaite pour notre archevêque de Paris pour la cérémonie. Parce que Lord Attalus, c'est vraiment une référence en la matière. Bah, arrête de chercher, tu l'as devant toi. Je fais les meilleures tuniques de la région. Elle est superbe, cette vidéo. C'est incroyable ce qu'on arrive à faire avec l'IA aujourd'hui, c'est incroyable. Une autre vidéo truquée à l'aide de l'IA, c'était pendant la cérémonie. On a vu à un moment donné Emmanuel Macron qui disait comme ça subrepticement quelques mots à Donald Trump. Donc il y a un petit malin qui s'est amusé à les faire parler, à nous faire écouter ce qui se disait en réalité. Et vous allez voir que c'est assez rigolo. Mais c'est pas la vérité, hein, c'est pas ce qui s'est dit vraiment. Mais on imagine, encore une fois, grâce à l'IA. Have you met my wife? I just met her. Has anyone ever told you that your wife kind of looks like a man? I did not know she was a man when we first met. But then on our wedding night, she gave me a big surprise. Wow. I bet it was a big surprise. Yes, it was, Mr. President. Incroyable, ça m'a bousillé. Ça fait la gueule. C'est vrai que le musicien était habité. DJ Satan. Et enfin, pour finir, Notre-Dame de Paris avant l'incendie, avant les travaux, et Notre-Dame de Paris après. J'ai entendu le grand maître de la Grande Loge de France en personne, Marc-Henri, se vanter d'avoir rebâti, lui et d'autres obédiences, la cathédrale, et je suis horrifié. C'est luciférien au sens propre et aseptisé du terme. C'est suréclairé. Oui, alors c'est vrai qu'il y a une grande différence, il y a beaucoup plus de lumière qu'avant. On voit qu'ils ont essayé de respecter ce qui existait avant. Je ne sais pas si l'ensemble des vitraux a été maintenu et est resté. Il y a vraiment une grosse différence, il y a beaucoup plus de lumière qu'avant. Et certains disent que, justement, une église ou une cathédrale, il doit aussi y avoir des zones d'ombre, des zones pas forcément très bien éclairées pour pouvoir se recueillir dans le calme, dans la discrétion. Et le fait d'avoir énormément de lumière comme ça, c'est une des spécificités de la franc-maçonnerie. Ce sont des projections de différentes personnes en fonction de leur façon de penser, en fonction de leurs convictions, de leurs croyances. C'est très difficile de savoir qui a raison là-dedans. Peut-être effectivement que certaines théories ont tout à fait raison et elles ont le droit de penser comme ça. Et peut-être effectivement qu'on nous cache des choses ou qu'il y a des messages cachés. Peut-être finalement que non, mais c'est vrai que souvent le diable se cache dans les détails. Alors est-ce qu'il faudrait creuser un peu? On l'a vu avec la bête de l'événement qui avait eu lieu à Toulouse les semaines précédentes. Est-ce que effectivement les gens ont raison d'aller chercher dans les détails? Peut-être, je ne sais pas. En tous les cas, moi, je n'ai pas le temps d'aller développer toute une théorie autour de tout ce qui a été fait. En tous les cas, Notre-Dame est encore debout aujourd'hui, c'est ça qu'il faut saluer. Il y a quand même un travail énorme qui a été accompli par tous les compagnons, par tous les artisans. Il faut les féliciter pour leur travail. Et puis le reste, eh bien, ça reste du thème du débat. Un débat pour lequel je n'ai pas la réponse. Peut-être que nous aurons la réponse un jour. Mais finalement, le grand débat qui reste de tout ça, la grande question, c'est « Et vous ? Si vous deviez habiller un archevêque pour la réouverture de Notre-Dame de Paris, ou peut-être voire même l'Apocalypse, allons-y, allons jusqu'au bout du délire, puisque aujourd'hui c'est peut-être ce qu'on est en train de vivre avec le déclin programmé de la France dans tous les domaines. Est-ce que nous sommes en train de vivre la fin des temps, dans cette période de grands changements? Est-ce qu'il faut voir cette tenue de l'archevêque de Paris comme un énième signe de ce grand changement qui est annoncé, qui est en route? Comment auriez-vous habillé cet archevêque? Avec une robe de haute couture? Un look rétro des années 80? Une robe la plus humble et la plus simple possible? Ou carrément une robe d'un personnage de science-fiction comme dans l'univers Star Wars? Imaginons comme un Dark Vador ou un chevalier Jedi à la Obi-Wan Kenobi. Tout est possible à ce moment-là. Donc s'il vous plaît, dites-le moi en commentaire, partagez-moi vos réactions, dites-moi ce que vous en avez pensé. Merci d'être resté jusque-là, jusqu'à la fin de cette vidéo. Merci
d'avoir regardé ce contenu que je vous ai préparé avec amour. Merci de liker la vidéo, merci de la partager, merci de vous abonner à la TV42, et merci pour vos commentaires. C'était Dose Geek dans la dose de geek sur la TV42. Je vous invite bien évidemment à laisser parler le geek qui est en vous en attendant la prochaine vidéo. Allez voir des films, lisez des livres, lisez des comics, des mangas, allez sur les conventions, éveillez votre curiosité, allez vous recueillir dans la cathédrale Notre-Dame de Paris si c'est nécessaire, ou tiens, et si c'était l'occasion, de s'acheter le livre Notre-Dame de Paris de Victor Hugo pour découvrir ou redécouvrir cette œuvre magistrale. Est-ce que c'est pas ça la morale de l'histoire quelque part ? Est-ce qu'il ne faut pas rendre justice à Quasimodo? Est-ce que l'esprit de Quasimodo était présent pendant cette cérémonie de réouverture de Notre-Dame de Paris? Je pose la question. On se retrouve très vite sur la TV42, promis. En attendant, gros bisous à tous. C'était Dose Geek. Bye bye. Let it snow, I'm falling outside, but here it's warm by your side. The world may be frozen, it's true, but nothing's as cozy as you. Oh, firelights flicker and glow while the winds outside start to blow. Let the winter storm inspire. We're so cozy by the fire. The sleigh bells ring in the lane, yet we'll stay in from the rain with a kiss and a sweet melody. That's all that Christmas should be.